Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je voulais tourner il y a très longtemps et j'ai pas du tout trouvé le moment pour parce que déjà j'étais submergée de travail. J'étais dans une grosse période de syndrome de l'imposteur et j'avais pas envie d'en parler en sachant que j'arrivais pas à aller au-dessus de ce sujet. Vous l'avez compris, on va parler du syndrome de l'imposteur. Je sais pas si l'info que je vais vous balancer est exacte, mais selon des psychologues, 70% de la population aurait déjà expérimenté ce syndrome. Donc du coup, je pense que cette vidéo fera du bien à pas mal de monde. On va déjà commencer par expliquer ce que c'est que le syndrome de l'imposteur. Historiquement, c'est une psychologue qui s'appelle Pauline Rose Clance qui attribue en 1978 un terme à ce syndrome. En faisant une étude sur 150 personnes qui avaient une validation externe, c'est-à-dire qu'en fait les gens autour d'elle trouvaient qu'elle faisait du bon travail. Et pourtant ces femmes-là avaient l'impression qu'elles étaient arrivées ici par chance ou par hasard et qu'elles n'étaient pas assez méritantes. Cette psychologue a donné un terme à ce syndrome en expliquant qu'il s'agit d'un déficit de confiance en soi. On parle aussi d'auto-sabotage, on n'a pas l'impression d'être à notre place. Il y a aussi cette question de minimiser les réussites. Donc en fait quand on réussit quelque chose on se dit qu'en fait on ne méritait pas. Il y a la recherche d'excuses, il y a le dénigrement de soi-même qui peuvent aller jusqu'à générer de la honte, de l'anxiété et de la dépression. On a aussi peur d'être démasqué. Il y a beaucoup de personnes qui vont travailler beaucoup plus pour un peu se prouver à elles-mêmes qu'elles pourraient être là. En fait, ça va conduire à des burn-out. Ou alors il y a d'autres personnes qui vont au contraire se décourager, se dire en fait j'ai pas ma place ici. Donc du coup tomber dans la procrastination. Voilà grosso modo à quoi ressemble le syndrome de l'imposteur. Je vais vous expliquer selon moi qu'est-ce qui fait que j'ai ce syndrome de l'imposteur et trouver des solutions de comment on peut continuer de travailler avec ce syndrome. En gros, ce que je lisais sur internet, parce que j'ai fait pas mal de recherches à ce sujet-là pour pas dire des bêtises, en fait c'est un syndrome qui va se développer pendant l'enfance et l'adolescence. Alors déjà ça touche hommes et femmes, mais ça je trouve que c'est important de le rappeler, mais les femmes sont quand même plus susceptibles d'avoir ce syndrome puisqu'elles sont en fait le fruit d'un système patriarcal qui va justement pousser la femme à être parfaite. Après, il y a d'autres choses qui vont rentrer en compte. Il y a la classe sociale dans laquelle on évolue, il y a la manière dont on est éduqué, la manière dont on se cultive, qui font qu'en fait on va développer différemment ce syndrome. Mais c'est vrai qu'en tant que femme, on va aller beaucoup plus dans un schéma stigmatisant qu'on n'est pas assez bien. Alors pour moi, je pense pas que ce soit mon adolescence ni mon enfance qui m'a poussée à avoir ce syndrome de l'imposteur, mais je pense que c'est plus... J'avais eu mon bac avec mention bien et j'ai demandé une manade. C'était une mise à niveau en art appliqué, je crois que ça n'existe plus maintenant. Et je suis restée en liste d'attente. J'étais la dernière personne. Il suffisait qu'une personne se désiste et j'avais ma place. Sauf que la personne s'est jamais désistée et je me suis retrouvée en fac par dépit à la Sorbonne Nouvelle en médiation culturelle et ça me plaisait pas du tout. C'était archi intéressant, mais je savais au fond de moi que c'était pas ce que je voulais faire. Donc du coup j'ai commencé à instaurer ce truc dans ma tête de en fait je suis pas assez bonne pour être en école d'art et de design. Du coup je dois me retrancher sur ce truc qui ne me plaît pas. En fait c'est comme ça que petit à petit j'ai ancré dans mon cerveau que c'était pas assez bien et je ne méritais pas d'avoir cette école. Au lieu de m'acharner sur ce truc qui ne me plaisait pas, je me suis dit ok girl, on va juste bosser ce portfolio et retenter. Et du coup l'année d'après, la manade n'existait plus et ça s'appelait le DNMAT, donc Diplôme National des Métiers d'Art et du Design. Donc j'ai redemandé à la même école et cette fois j'ai été prise. Et quand j'ai été prise, j'étais trop contente, mais en même temps j'avais direct ce truc de en fait je mérite peut-être pas, peut-être qu'ils se sont trompés, peut-être que j'ai pas ma place là, enfin voilà. Et du coup j'ai fait 3 ans là-bas à me demander si j'avais vraiment ma place. Je trouvais que les 2 premières années étaient assez compliquées pour moi parce que du coup il y avait des élèves qui venaient d'STD2A et d'autres qui avaient déjà fait une mise à niveau en art appliqué. Et du coup en fait j'avais l'impression de venir de nulle part. Donc eux ils avaient un développement qui était beaucoup plus abouti que des élèves comme moi et comme ceux qui venaient directement d'un bac général. Ce qui fait qu'il y avait vraiment aussi ce gap, les bons élèves qui s'étaient déjà inculqués à l'école la façon de penser en design et en art et les élèves qui apprenaient tout juste. Donc déjà ça faisait encore une barrière. Après ça du coup j'ai fini mes 3 ans. Une fois que j'ai eu mon diplôme j'avais demandé des écoles et j'ai été prise à l'école Estienne en diplôme supérieur d'art appliqué en design et création numérique. Et alors là gros blocage. En fait je me suis dit, première réaction, je me suis dit c'est trop bien, du coup c'est une école qui est très réputée, en plus je vais apprendre à faire des trucs totalement différents de ce que je fais parce qu'avant je faisais du design graphique et là design en création numérique ça voulait dire complètement remodeler
tout ce que j'ai appris, avoir de nouvelles compétences. Et c'est là que je pense que ma descente aux enfers a commencé. Déjà, c'est une classe où on était 10. Je sais pas combien on était à demander cette classe, mais on était énormément. Et donc direct, je me suis dit, ce que je fais dans la liste, est-ce que c'est normal? J'avais pas reçu le mail de la rentrée 3 jours avant, donc je me suis dit, ça se trouve, ils se sont trompés quand ils m'ont appelé pour me dire que j'étais prise. Je sais pas, genre vraiment j'étais en panique et je me disais j'ai pas ma place là-bas. Ensuite j'ai fait ma rentrée. Les premières semaines étaient archi difficiles parce qu'en fait on avait des cours qui m'intéressaient vraiment pas. C'est-à-dire qu'en gros on faisait du code, on apprenait à utiliser les Raspberry et vraiment c'était des trucs que je me suis dit mais en fait je déteste ce qu'on fait à l'aide. Et du coup m'en est venu un truc où je me suis dit bon ok, soit je me taille, soit je me force à rester là. En fait, le truc qui a fait que je ne suis pas partie, c'est que je me suis dit, il y a des centaines et des centaines de personnes qui ont demandé cette filière. J'ai été prise, ça fait 2 semaines que je suis là, genre ça se fait pas, je vole la place de quelqu'un. Et l'autre truc, c'était du coup de discuter avec les gens de ma classe et de voir un petit peu ce qu'on ressentait. On s'est rendu compte qu'on était plusieurs dans le même cas, on n'aimait pas les cours qu'on était en train de voir. Après, on a eu un partenariat avec la Cité des Sciences et pareil, ça passait pas du tout. En fait, c'était un partenariat où on a dû créer des dispositifs totems pour la bibliothèque de la Cité des Sciences au sujet de l'écologie. Basé sur le rapport du GIEC, en fait, on nous a un petit peu chié dessus pendant 1 an. Perso, j'ai trouvé l'expérience un peu rabaissante, mais voilà, globalement, on n'a pas kiffé le projet et c'est ce qui a aussi poussé à ce truc de en fait, on n'a pas l'impression de devoir être là. Là où il y a vraiment le point où je me suis dit, ok, j'ai pas ma place ici et c'est là que le syndrome de l'imposteur est vraiment venu. C'était pas toquer à la porte, c'est vraiment s'installer chez moi. C'est le moment où en fait, on a eu des cours de 3D. Et tous les élèves de ma classe ont kiffé, ils ont kiffé la 3D, ils faisaient de la 3D, c'était trop cool. Il y a eu Touch Designer, c'est trop cool Touch Designer. Il y a Design sonore, c'est trop cool le design sonore. Et en fait, moi je me retrouvais pas du tout là-dedans. En fait, j'ai pas trop aimé la 3D. Je trouve ça cool, mais juste, j'ai pas cette envie de créer en 3D. J'ai eu l'impression, du moins c'est mon ressenti, j'ai eu l'impression que dans ma classe, il y a eu un peu l'escalade de genre qui est le plus chaud en 3D. Ça fait un truc où je me suis rendu compte j'ai encore moins ma place ici dans cette école, j'ai pas ma place, je n'aime pas la 3D, j'en fais mais genre je suis hyper lente, je galère, je suis obligée de demander à tous mes camarades de m'aider. Je faisais un mémoire sur la photographie et j'ai monté mon labo photo à la maison. Encore une fois, il y avait un autre gap qui se crée, c'est qu'en fait les élèves de ma classe faisaient des mémoires sur des sujets qui étaient hyper basés sur le numérique parce qu'on était dans la formation design et création numérique et moi j'étais sur la photo, donc encore une fois à côté de la case. Donc tout le monde avait ce rapport au numérique, tout le monde était hyper enjoué du numérique et moi j'aime bien le numérique mais j'ai pas envie encore une fois de faire que ça. En fait j'ai envie de toucher à plein de choses. Là ensuite j'ai fini l'école, on a eu nos diplômes tous, trop cool, voilà super. Et maintenant encore un autre step, c'est le moment où je me suis dit ok, maintenant que je suis diplômée, maintenant que j'ai fait 5 ans d'études, qu'est-ce que je fais? C'était assez clair pour moi, je me suis dit cette année je vais travailler pour moi-même, essayer de voir ce que ça donne et je me donne 1 an pour voir si je réussis un petit peu ce que je veux faire. Là, je me suis lancée en tant qu'artiste designer, mais du coup la freelance ça m'a bien mise en bas. En fait le premier mois c'était grave difficile parce que en septembre je me suis rendu compte que à la fin du mois j'avais fait 0 €. Là où je m'étais dit ok c'est cool, j'ai fini mes études, je vais enfin commencer à travailler pour moi-même et gagner de l'argent de mon travail. Mais en fait pas du tout. À 0 €, je me rendais bien compte que mes tableaux que je vends au prix qui me semble juste ne sont pas abordables pour tout le monde, donc du coup c'est venu l'idée de faire des affiches. Pareil, j'ai fait mes affiches, trop contente, j'ai mes prototypes, je les lance sur mon site, je suis trop contente. Pour l'instant du coup c'est du A2 que je vends 20 €. Pourtant, quand on fait les calculs d'impression, de colis d'envoi, de frais du site, de livraison, on se rend compte qu'en fait je ne gagne pas grand chose. Choisir c'est un peu compliqué parce que du coup il y a la volonté de vendre quelque chose mais la difficulté de mettre un prix qui me semble juste. La difficulté de me dire ok mais en fait mes affiches c'est un format A2, une reproduction de mes peintures. J'ai mis tant de temps à faire cette peinture, donc j'ai mis tant de temps à faire cette affiche, pourquoi je la vends 20 €? Mais c'est encore ce truc du syndrome de l'imposteur de se dire mais est-ce que tu mérites de gagner de l'argent de ce travail? C'est vraiment une dualité qui est très compliquée. Je trouve que c'est hyper difficile de se détacher du syndrome de l'imposteur. Quand on est jeune, on a cette impression de ne pas être pris au sérieux. Voilà grosso modo genre pour quelles raisons je me suis retrouvée avec le syndrome de l'imposteur.
Du coup, pour essayer un petit peu de trouver des solutions pour se sortir de cet enfer, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il y a trouver d'où ça vient et essayer aussi de faire une liste des choses qu'on a accomplies pour vraiment se rendre compte de notre valeur, entre guillemets. Quand le syndrome est en train de me toucher, j'aime bien me rappeler que dans mes études, j'ai fait un job étudiant le samedi et le dimanche. Du coup, de me dire que j'ai réussi à avoir mes diplômes en travaillant le week-end, c'est déjà quelque chose qui me hype un peu. J'aime bien me dire que j'ai quand même réussi à vendre des toiles et ça, c'est quand même cool. Il y a un autre truc qui je trouve beaucoup hype récemment, en tout cas, c'est le fait que quand j'ai posté mon site en ligne avec les précommandes de mes affiches, j'avais mis un stock de 20 et en 2 jours 16 ont été vendus, ce qui est déjà énorme pour moi. De me dire qu'il y a 16 personnes au-delà de me suivre qui vont aller jusqu'à acheter mon travail, ça c'était vraiment hyper réconfortant. En fait ça me fait rire parce que du coup la vidéo YouTube à la base a été pour aider tout le monde, mais je suis en train de faire ma propre thérapie face caméra. Mais c'est pas grave. Il y a un truc aussi qui marche beaucoup pour moi en termes de se rappeler ce qu'on a accompli, c'est quand je suis partie en stage en Erasmus à Vienne. Donc j'ai réussi à passer le cap de vivre seule dans un autre pays, de travailler pour quelqu'un dont le travail m'intéresse beaucoup. Et tout ça, je pense que j'aurais pas pu le faire si je m'étais pas un peu détachée du syndrome de l'imposteur. Même si plusieurs fois quand j'arrivais sur le bout de mon stage, je me disais mais qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi elle m'a prise. Un autre truc qui selon moi aide beaucoup, c'est l'avis de ses proches, des gens sur les réseaux sociaux. Mon copain, mes amis et ma famille sont, je pense, les personnes les plus supportives. Et c'est quelque chose qui aide beaucoup à se détacher de ce truc. Je sais que par exemple mon copain, quand je lui disais j'ai l'impression que je vais pas vendre mon travail, j'ai l'impression que j'arrive pas à donner un prix aux gens sur mon travail, j'ai rien à faire dans cette école, à chaque fois il va trouver de bons mots pour me montrer qu'en fait il mérite tout ça. Et c'est pareil pour mes amis, c'est pareil pour ma famille. Il y a toujours quelqu'un qui va avoir les bons mots pour te dire en fait si tu mérites tout ça et toi tu le vois pas. Et d'ailleurs il y a un truc que j'aime bien faire aussi, c'est de me dire, par exemple, le travail que je fais, je me mets à la place de quelqu'un d'autre qui ne me connaît pas et je me dis, si j'étais à la place de quelqu'un d'autre et que je voyais mon travail sans que ce soit le mien, je sais pas si vous me suivez, je me dirais, mais attends, c'est trop cool ce qu'elle fait cette fille. C'est un truc que j'ai beaucoup de mal à dissocier, c'est de me dire, ok, moi, à la place de quelqu'un d'autre, je trouverais mon travail trop cool, sauf que moi, dans mon corps, et comme je sais que c'est mon travail, j'ai du mal à dire ok mais mon travail est trop cool. C'est mon petit tips, c'est de vous dire, imagine-toi à la place de quelqu'un d'autre. Toi qui regardes cette vidéo, tu te dis que si tu étais quelqu'un d'autre et que tu regardais ton travail, en fait on sait que ça te ferait kiffer. Après je dis pas, moi ça me ferait kiffer parce que j'adore le bleu, parce que j'adore ce sac Miu parce que je trouve que les photomatons c'est trop cool. Mais ça n'empêche pas que ça me ferait kiffer. J'avais vu sur internet, il y avait une technique qui était assez récurrente, c'est de se dire on ne refuse pas un projet dont on n'est pas sûr d'y arriver parce que ne pas réussir à faire quelque chose, c'est un défi, mais c'est aussi une manière d'apprendre quelque chose. Puis il y a vraiment ce truc que si on vous propose un projet dont vous n'êtes pas sûr, il faut quand même se rappeler que cette personne, elle a confiance en vous et elle se dit ok, même si elle n'a pas les compétences, elle peut y arriver. Et puis si vous n'y arrivez pas, il y aura toujours quelqu'un qui pourra vous aider. Du moins dans mon domaine, je trouve qu'on a la chance entre artistes et designers de quand même beaucoup s'aider les uns les autres. Il y avait aussi un truc, c'était de ne pas se comparer aux autres et c'est, je trouve, peut-être le truc le plus difficile parce qu'en fait, quand on a ce syndrome de l'imposteur, on se compare aux autres et se dire ouais mais cette personne arrive à faire ce truc que moi je ne suis pas sûre d'arriver. En fait, il faut se servir de ce truc comme un exemple de ce qu'on pourrait faire dans le futur. Je dis pas qu'il faut copier les gens, je dis juste qu'il faut prendre leur manière d'arriver à leur fin comme un exemple. Donc par exemple, pour l'instant j'ai pas fait d'exposition et j'aimerais bien être exposée. Je vois qu'il y a plein de gens que je connais qui ont mon âge, qui ont fini leurs études, qui sont exposés. Pour moi, la comparaison, elle doit pas se faire en tant que jalousie, mais plus en tant que modèle. Donc, par exemple, cette personne est exposée, donc peut-être que moi, bientôt, je pourrais faire pareil. Si elle a réussi, ça veut dire que moi aussi, je peux le faire. Et un truc qui est hyper important, c'est vraiment d'accepter ses réussites et ses victoires et vraiment de pas les minimiser. Il n'y a pas de recette miracle pour se débarrasser du syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose qui va être hyper récurrent dans la vie. Quelque chose qu'il faut accepter et se dire, ok, je me sens comme ça, mais je suis pas seule. Et du coup, comme je suis pas seule, il y a des gens qui ont trouvé des solutions à ça. Et ces solutions, il faut qu'elles soient adaptées à mon besoin. Là, je vous ai donné des solutions pour quelqu'un qui est créatif. Je sais pas si elles s'appliquent pareil pour quelqu'un qui travaille dans quelque chose de plus terre à terre. En tout cas, pour moi, je trouve que ça fonctionne. Je pense que cette vidéo va être un peu brouillon parce que je savais pas du tout comment la tourner. Et je me suis juste dit,
tant pis, ça fait 1 an que je veux la faire, j'y arrive pas, donc du coup j'ai juste posé mon appareil photo, filmé, et puis après on n'en parle plus. Je sais pas si je suis une ligne directrice assez claire, parce que peut-être que je me perds un peu dans ce que je raconte, mais j'espère que vous avez appris tout plein de choses, et je vous fais de gros bisous et à très bientôt.